Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire consacré à l'impression additive, encore appelée impression 3D. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandre Contat qui va animer cette conférence. Avant de lui céder la parole, juste un petit rappel sur la manière dont vous pourrez poser vos questions lors de cette conférence. Donc vous pourrez le faire tout au long de la présentation et entre chaque section, on prendra un temps pour répondre à vos questions. Donc pour ce faire, il suffit d'activer dans votre logiciel Teams le volet questions-réponses en cliquant sur l'icône qui se trouve en haut à droite de votre écran. C'est l'icône avec les deux bulles et le point d'interrogation. Et moi, de toute façon, je mettrai une petite notification pour que vous voyez où se trouve le volet. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Alexandre. Merci Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Alexandre Contat, je vais animer ce webinaire sur la fabrication additive et les applications des utilisateurs. Je tiens à remercier la CCI 3 Aube et Perspective Numérique 10 pour l'organisation de ce webinaire et j'espère que cela vous intéressera. Nous allons donc parler des applications concrètes, principalement des clients d'une entreprise qui s'appelle Distudio 3D. Je vous expliquerai, je vous présenterai. Donc, quelle est la mise en œuvre de ces utilisateurs et pour quels bénéfices? Donc, en introduction, je me présenterai, je présenterai l'entreprise et on enchaînera très rapidement sur les applications de certains de nos clients, comme Petit Bateau dans le textile. Puis, dans l'industrie, nous parlerons des applications de Gravotech. Enfin, dans l'agroalimentaire, nous parlerons des applications de l'entreprise C'est Moi, qui est un chocolatier. Et enfin, dans le médical, on parlera des applications de 3Digit, donc des domaines vraiment variés et divers. Enfin, bon, il y aura une petite conclusion et entre chaque témoignage, nous répondrons à vos questions, évidemment, si vous avez des questions. Allez, c'est parti. Alors, donc, l'impression 3D ou fabrication additive, hein, c'est synonyme, on utilise les deux mots. Personnellement, j'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre. Le fait est que impression 3D est la traduction en anglais de 3D printing, qui est le mot anglais, mais c'est plus simple et plus compréhensible de parler de fabrication additive, puisque l'impression 3D est un principe simple. C'est de fabriquer un objet par superposition de couches de différentes matières et de différentes formes. Ça peut être un filament, ça peut être une résine liquide que l'on solidifie ou des poudres que l'on soude ou qu'on amalgame. Donc à la fin, on obtient un objet fini ou une ébauche qui sera reprise. Il faut bien comprendre que l'impression 3D, bon, on ne va pas parler de l'histoire de l'impression 3D et des différentes technologies employées, mais il faut bien comprendre que l'impression 3D n'est pas une technologie qui va remplacer toutes les technologies, et qu'une technologie complémentaire des autres technologies comme l'usinage, l'injection, la découpe laser ou différents types de découpe. C'est vraiment, à mon sens, et de plus en plus compris comme tel, comme une technologie complémentaire, et principalement aussi une technologie qui permet de gagner du temps dans le prototypage ou dans la production de pièces. Donc il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous produisez quelque chose, à partir du moment où vous avez une entreprise de production, quelle qu'elle soit, puisque vous allez voir des exemples dans des domaines très, très variés, vous avez forcément besoin d'impression 3D et de faire des objets dans cette technologie. Donc, je me présente rapidement, Alexandre Contat, je vais avoir 50 ans, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le numérique, en fait. Hein. Aujourd'hui, quand j'entends parler de transformation numérique des entreprises, personnellement, je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai un ordinateur depuis que j'ai un petit peu moins de 20 ans et je fais tout en numérique depuis cette époque-là. J'ai commencé par faire de l'image de synthèse, puis du Photoshop et de l'Illustrator, à l'époque où c'était les versions 1 et 2. C'est quelque chose de tout naturel pour moi d'être arrivé aujourd'hui dans la fabrication additive puisque c'est l'extension de la modélisation. Ça permet de rendre concret des objets et des outils. Donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Distudio 3D en 2016 qui accompagne les entreprises dans l'utilisation de la fabrication additive. Donc je fais du conseil, je vends des machines, je fais du prototypage et de la production, si vous verrez. Et je fais de la formation. Donc voilà, c'est tout le spectre de la fabrication additive exclusivement pour les entreprises. Je suis à la Technopole de l'Aube et j'ai un projet d'imprimante 3D grand volume qui s'appelle Minos 3D. Bien, parlons maintenant aujourd'hui plus précisément de certains de nos clients. C'est évidemment plus facile pour moi de parler de mes clients
c'est difficile pour eux d'être là aujourd'hui, donc je vais parler pour eux. Voici un panel de mes clients. C'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a des domaines très variés. Il y a des clients dont je ne peux pas parler. Il y a des clients dont je ne peux pas parler parce qu'ils font du prototypage rapide en impression 3D. Et c'est de la R&D, c'est des choses confidentielles. Donc on n'en parlera pas. Mais il y a des clients dont on va parler aujourd'hui. On va parler de Gravotech. On va parler de petits bateaux. Lacoste a fait les mêmes applications que petits bateaux. Donc sur 3, on a la chance d'avoir 3 grosses entreprises dans le textile. Il y en a d'autres, mais les plus connus, c'est Petit Bateau, Lacoste et Lecoq Sportif. Donc ces 3 grosses entreprises ont les mêmes applications en impression 3D, vous verrez lesquelles. J'ai des clients dans les explosifs, j'ai des clients dans l'électronique et la communication visuelle. Donc tout ça, c'est assez varié ici du prototypage. Magiline, c'est une entreprise qui fait des piscines. Alors évidemment, je dis évidemment, c'est pour être un petit peu ironique, ils ne font pas de piscine en impression 3D, mais ils développent des produits innovants. Donc je ne pourrais pas vous les montrer. Mais voilà, et au bureau d'études, ils développent des grosses pièces innovantes dans le but d'être de plus en plus efficient au niveau de la filtration, d'être innovant. Magiline, c'est une entreprise très innovante dans la piscine. Et ils le sont grâce à la fabrication additive parce qu'ils développent tous les jours des produits vraiment bluffants. Le Cycle Europe, c'est un fabricant aussi local de vélos. Donc là, une fois de plus aussi, je pourrais pas vous montrer de photos de ce qu'ils font. Hein. Ils développent des protos pour des vélos, pour les futurs vélos. Donc c'est assez chouette, mais ce sera pas le sujet aujourd'hui. Alors l'impression 3D, à quoi ça sert? Écoutez, on va voir concrètement des applications. Les premières applications qu'on va voir, c'est dans le domaine du textile. Ça peut paraître étrange. Parce qu'on peut se dire, mais en impression 3D, est-ce qu'on fait des caleçons, des polos, des t-shirts, des pantalons? Non, on ne fait pas encore de textile en impression 3D. Ça se fait très probablement en laboratoire, mais bon, on va laisser cette partie-là aux journalistes et aux télévisions, et on va parler de choses concrètes. L'impression 3D chez Petit Bateau, ça sert à 3 choses. Ça sert à faire de l'outillage, du prototypage et des pièces diverses. Évidemment, les pièces diverses, ça c'est toujours le cas parce qu'à partir du moment où on a une imprimante 3D dans une entreprise, eh bien on fait de tout. Et je peux vous dire que le jour où vous en avez une, vous êtes débordé d'applications. Bon, commençons par des applications d'outillage. Et d'ailleurs, le point de départ, le point d'entrée de la fabrication additive dans les entreprises de textile locales, c'était la plaque gabarit. Ces plaques gabarit étaient auparavant faites en métal. Il y avait des mécaniciens qui découpaient et soudaient des plaques en métal. Il leur fallait d'une demi-journée à une journée pour faire une plaque gabarit. C'est des plaques qui servent vous allez voir, j'ai une petite vidéo juste après, vous allez tout de suite comprendre. C'est des plaques qui servent à coudre des badges. Typiquement des badges. Et puis vous pouvez voir sur cette photographie qu'il y a beaucoup de badges différents, donc il faisait beaucoup de plaques. Et entre une demi-journée et une journée pour faire une plaque, c'était très long. Surtout qu'en plus, des fois, il arrivait qu'il y avait une petite erreur, un petit défaut dans la plaque, donc ça n'allait pas, il fallait la refaire. Le truc aussi, c'est que ces mécaniciens partent en retraite et malheureusement, ils ne sont pas toujours remplacés. Donc, il fallait trouver une solution. Et la solution, c'était de passer au numérique et de passer à la fabrication additive pour faire ces plaques en impression 3D, en plastique. Vous allez voir beaucoup d'applications, de toute façon, quasiment toutes les applications que je vais vous montrer aujourd'hui au travers de mes clients, ce sont des applications en plastique et ce sont des applications réalisées par des imprimantes 3D à dépôt de fil, donc des machines très abordables, des machines très simples à utiliser. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire dans la technologie. C'est vraiment très loin de l'automobile et de l'aéronautique. D'ailleurs, vous avez vu en introduction, je ne vous ai pas parlé de clients dans l'aéronautique et dans l'automobile qui utilisent des imprimantes 3D métal à plusieurs centaines de milliers d'euros et donc qui seraient inaccessibles pour la plupart d'entre nous. Non, je vais vous parler vraiment d'applications qui sont abordables, aussi bien en termes techniques qu'intellectuels que financiers. Je passe au slide suivant, s'il veut bien. Allô?
Nicolas, m'entends-tu? Est-ce que je suis toujours en ligne? Oui, oui, tu es toujours là, Alexandre. Il n'y a, Ah, pas voilà. de question, tu peux poursuivre, hein. Ouais, non, excuse-moi, Teams avait basculé sur autre chose. Je t'en Donc, prie. je vais essayer de vous faire passer voilà, cette vidéo. J'espère qu'elle passe en ligne. Donc là, vous voyez, on applique un textile, un badge qui est une broderie, hein, une broderie séparée. Donc, dans ce gabarit, et après, la machine à coudre vient faire le piquage autour du badge. Donc ça, c'est une programmation. Cette machine à coudre est déjà un automate, hein, un automate vraiment très simple puisque ça dessine que le contour de la couture, mais on est quand même déjà dans l'automatisation. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres applications dans l'automatisme dans le textile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les machines à coudre et toutes les machines chez Petit Bateau ou chez Lacoste, hein, je pourrais faire exactement la même présentation avec Lacoste, toutes les machines sont au moins équipées d'une pièce en impression 3D. Donc là, ce sont des guides de colletage, des pièces donc, qui sont assez complexes à réaliser. Vous voyez en haut à gauche une photo d'un guide de colletage en tôle et en laiton. Donc ça, c'était tout un art à réaliser manuellement. Aujourd'hui, c'est tout un art aussi à réaliser en 3D, en modélisation 3D. Mais bon, j'ai formé les utilisateurs, on va dire que je les ai initiés parce qu'aujourd'hui, ils me dépassent et de loin. Aujourd'hui, ce sont vraiment des utilisateurs et des modeleurs hors pair, des gens passionnés. Et moi, je n'ai fait que les initier et leur passer le témoin et leur mettre entre les mains un outil. Et aujourd'hui, ce sont vraiment des gourous de la modélisation et de l'impression 3D. Voici une autre application très simple, hein, un guide pour réaliser des nœuds. Donc c'est tout simple, hein. Vous voyez, la forme n'est pas complexe. À imprimer, à réaliser, c'est aussi très simple et ça prend peu de temps. Tout est en fait dans l'intelligence de l'utilisateur. Voilà un autre automate un petit peu plus complexe. Les parties jaunes que vous voyez sur cette machine à coudre bardée de capteurs, eh ben, ce sont des pièces réalisées en impression 3D. Voilà, vous les voyez là séparément. Donc il y a un guide entonnoir, il y a des porte-cellules, il y a une cale de vérin, il y a un support de vérin. Voilà, donc toutes ces pièces jaunes, d'ailleurs on a fait exprès de les faire en jaune. C'est de l'impression 3D. C'est fait en dépôt de fil, en plastique, tout ce qui est le plus abordable. Et ça tient, ça résiste. Alors, avant d'entendre la question, je veux tout de suite y répondre. Est-ce que c'est assez solide? Eh bien oui, c'est assez solide. D'ailleurs, quand on a commencé à faire des plaques gabarit qui étaient auparavant en métal, on s'est dit oui, ça tiendra jamais, c'est du plastique, c'est pas assez solide. Puis on en a fait une pour voir et on s'est rendu compte que c'était encore même plus pratique. C'était moins dangereux parce que lorsqu'on programme la machine pour faire le piquage, il peut arriver qu'on se trompe et que l'aiguille tape dans la plaque en métal. Quand elle tape dans la plaque en plastique, c'est pas grave, ça fait un trou, ça casse pas l'aiguille et elle vole pas dans l'atelier. Et si on fait un trou, bah, c'est pas bien grave puisque 2 heures après, on peut imprimer et avoir une autre plaque. Donc je reviens à nos exemples, à nos utilisations de l'impression 3D dans le textile. Voici un autre gabarit de pose, de poche. Bon là on voit pas forcément très bien sur la photo, mais on distingue tout de même la forme d'une poche. Donc c'est exactement le même principe que le guide gabarit que vous avez vu en vidéo. Là on vient mettre une poche au centre du guide et on vient la plaquer avec un rabat. Et ça permet donc de faire la couture tout autour sur le même type de machine en automatique. Là on va un petit peu plus loin. On vient aussi plier et rabattre le textile de la poche de façon automatique pour la coudre. Alors ça, c'est une pièce qui est assez importante parce que quand c'est fait manuellement, il faut que la piqueuse ait un savoir-faire vraiment très important pour arriver à bien plier la poche et bien la coudre dans les courbes. Vous voyez, il y a des courbes afin qu'il n'y ait pas de plis. Et ce guide-là, en fait, résout tous les problèmes parce que les pliures se font parfaitement et le piquage après est régulier puisque c'est un automate qui le réalise.
Alors, il y a toujours une personne, je vous rassure, il y a toujours une personne qui manipule la machine. Par contre, on améliore le rendement et surtout on améliore la qualité, puisque avec ce principe, il n'y a plus de défaut. Encore un guide pour la couture arrondie de braguettes de caleçon. Bon, voilà, là c'est assez difficile à comprendre sur la photo, mais bon, vous voyez une pièce imprimée en 3D avec un ressort, donc une pièce complexe, mais qui fonctionne très bien. On va sortir un petit peu des guides pour voir d'autres applications dans le textile. Donc là, c'est tout simplement un petit cadre de sérigraphie réalisé en impression 3D. Voilà, tout simplement, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas gros, mais par contre, ça rend des services terribles. D'autres exemples un peu plus variés, cette fois-ci dans l'outillage. On a un tournis pour raccoutrage. Donc, ce sont aussi des outils qui permettent d'améliorer l'ergonomie et d'améliorer le travail des employés de petits bateaux, de Lacoste ou d'autres. Donc, à partir du moment où on a des machines, une imprimante 3D, l'imagination, pas seulement l'imagination, mais c'est souvent aussi répondre à des problématiques. Et c'est quotidien. Et je peux vous assurer aujourd'hui que tous les employés de petits bateaux ou Lacoste sont vraiment très heureux des améliorations apportées dans l'usine grâce à la fabrication d'ITI. Bon, après, on va avoir des applications un petit peu plus fun parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où on a une imprimante, voire 2, voire 3, parce que chez Petit Bateau, ils ont 4 machines, chez Lacoste aussi. Donc, ça fuse et ils n'arrivent pas à suivre. Donc, voilà des applications un petit peu plus fun, un petit peu plus rigolotes. Voilà une application aussi pour le fun, mais une application pour le fun et aussi intellectuelle. Parce que là, mon client s'est dit, tiens, pourquoi pas réaliser un métier à tricoter comme dans le temps, comme les métiers à tricoter classiques, excusez-moi pour le comme dans le temps, parce que ça existe encore. Ce sont d'ailleurs toujours à peu près le même principe et des machines très grosses. Mais là, elle s'est dit, tiens, je voudrais faire un métier à tricoter, en réduit, en modèle réduit, ça tient sur une table, pour expliquer, pour montrer le principe de fonctionnement du métier à tricoter. C'était aussi pour l'offrir à une personne qui partait en retraite, pour la petite histoire. Donc le geste est sympa, mais il alliait l'utile à l'agréable, puisque ce métier à tricoter fonctionne et fonctionnel, alors qu'il est réalisé en fabrication additive, hormis les aiguilles que vous pouvez voir. Et vous voyez, là, sur la photo de droite, ça semble fonctionner parfaitement. Voilà encore une petite application pour le fun. J'en ai fini pour les exemples de petits bateaux et du textile. Si vous avez des questions sur ce domaine d'application, je vous écoute et puis j'y réponds sans plus attendre. Pas de questions, Alexandre, tu peux poursuivre. Pas de questions, écoutez, je reprends mon souffle, je bois un petit verre d'eau et puis on continue. Voilà, donc on va poursuivre avec des applications dans l'industrie. L'industrie globale, parce que bon, même si c'est une entreprise, Gravotech, qui est spécialisée dans la réalisation de graveurs laser, de machines de découpe laser ou de gravure ou de découpe par usinage, c'est une entreprise connue dans le domaine. C'est une entreprise qui fabrique des machines, donc les applications que vous allez voir peuvent se reporter et s'appliquer à beaucoup d'autres entreprises, beaucoup d'autres industries. Donc Gravotech, c'est un client historique pour moi, c'est un client important comme tous mes clients, mais c'est un client qui utilise l'impression 3D pour beaucoup de choses, comme on vient le voir dans Petit Bateau. Mais c'est une entreprise qui utilise l'impression 3D aussi bien pour du prototypage que pour de l'outillage, que pour de la production. On va voir tout ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, on réalise des pièces, des produits en série, mais de plus en plus en petite série ou en moyenne série. Gravotech donc réalise des têtes de gravure. Là, par exemple, vous voyez la pièce sur la gauche, là,
un petit peu verte, c'est une de leurs machines au catalogue. Néanmoins, ils ne vendent jamais cette machine telle qu'elle. Elle est toujours vendue avec des options et des adaptations pour le client. Toujours. Donc ces options et ces adaptations, il faut bien les faire, il faut bien y répondre pour les besoins du client. Et la meilleure façon d'y répondre, c'est d'utiliser l'impression 3D. Donc, par exemple, sur l'image de droite, là, vous voyez des pièces grises. Toutes ces pièces grises sont réalisées en impression 3D. Les voici séparément. Donc, tout ça, ce sont des supports de capteurs, des supports de contacteurs. Et toutes ces pièces-là sont donc dessinées par leur bureau d'études. Mais après, elles sont toutes réalisées en impression 3D. Encore une fois, hein, par des machines à dépôt de fil. Donc, des machines très, très abordables, des machines qui utilisent des matériaux simples, hein, comme l'ABS ou le PLA. Et d'ailleurs, en l'occurrence, aussi bien Petit Bateau que Gravotech n'utilisent que du PLA. Hein. C'est pas une matière noble, comme beaucoup peuvent le penser, mais c'est la matière qui est la plus utilisée, la plus pratique. Donc la problématique, et la réponse à cette problématique, c'est de développer des machines spéciales, de les adapter pour ses clients, et donc d'utiliser l'impression 3D pour ça. Là, c'est un nez d'aspiration de copeaux sur machine à graver. Donc là, encore une fois, bon, vous voyez l'éclaté en 3D, vous voyez toutes les pièces. Et voilà ces pièces réalisées en impression 3D. Donc, c'est souvent des séries courtes, hein, 10, 20, 30, une centaine de pièces, voire 200, voire 500, voire plus, parce que justement, quand ils ont commencé à utiliser l'impression 3D pour répondre à ces problématiques, c'était quelques dizaines de pièces. Mais c'était quelques dizaines de pièces quotidiennes. Et ils ont fini par se dire, mais on pourrait peut-être carrément utiliser l'impression 3D pour faire des pièces tout le temps. Et ne plus faire de moules pour produire des pièces, surtout lorsqu'on vend 100, 200, 500, voire 1000 fois la même machine dans l'année. Ça devient plus rentable de faire des moules. Et ça devient rentable de faire des pièces en impression 3D. Même si elles sont plus chères, on n'investit pas dans les moules, on n'investit pas dans du stock de pièces dont on ne sait pas exactement en combien de temps on va les vendre, hein, parce qu'aujourd'hui, on a des carnets de commandes pour 6 mois, pour 1 an, mais guère plus. Et en plus, il faut développer des nouveaux produits continuellement. Donc, c'est très risqué d'investir dans des séries de pré-production de pièces réalisées par de l'injection et des moules. Là, c'est un outillage de test pour une option, donc ça permet aussi de faire des tests, ça permet de développer des produits, hein, d'être innovant, parce que les risques sont minimes. On a une idée, on dessine, on imprime, on essaye, on voit si ça marche. En impression 3D aussi, chez Gravotech, on réalise des pièces pour eux en fusion de poudre, parce qu'il y a des pièces qui ont des formes complexes. Il y a des pièces qui auparavant étaient réalisées en fonderie d'aluminium. Et comme je viens de vous le dire, en fonderie d'aluminium, il fallait commander plusieurs milliers de pièces à l'avance. Et puis, ces milliers de pièces qui étaient stockées sur des étagères, on les écoulait sur plusieurs années. Et quand il n'y en avait plus, on repassait une commande chez le sous-traitant, mais il arrivait que le sous-traitant ait disparu, ait fait faillite, et les moules disparus avec. Donc, refaire des moules pour quelques centaines de ventes de machines par an, c'était pas possible. Donc, la solution, c'était tout simplement de produire ces pièces en fusion de poudre. Là, c'est de la fusion de poudre plastique, hein, fusion de poudre polyamide. On s'est rendu compte que c'était tout aussi solide que de la fonte d'aluminium, qu'esthétiquement, c'était parfait. Et que les clients ne se rendaient pas compte et n'étaient pas du tout perturbés du fait que ces pièces étaient en imprimante 3D, fait en impression 3D, pardon. Bien au contraire, hein, parce qu'il y a un côté tout de même innovation et lorsque c'est utilisé d'un point de vue marketing, c'est toujours un plus. Aujourd'hui, Gravotech va encore plus loin parce que Gravotech a sorti l'année dernière une petite graveuse laser qui s'appelle Willaz, une machine pour être encore plus près du client final, parce que leur marché c'est la personnalisation, et ça tombe très bien, hein. Vous avez compris qu'ils personnalisaient un maximum leur machine, mais qu'en plus
leurs clients sont dans la personnalisation. Donc, ils ont développé une petite graveuse laser qui s'appelle Willaz, qui se vend beaucoup dans les pays où on personnalise tout ce qui va être joaillerie, stylo, bouteilles de parfum, donc un certain nombre de choses pour des cadeaux, hein, typiquement aux États-Unis. Donc cette machine de bureau, hein, ça tient sur un bureau. Elle est, je crois de mémoire, qu'elle comporte une 50aine de pièces imprimées en 3D. Donc ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur, c'est des pièces qui permettent la ventilation et l'aspiration des fumées de gravure. C'est des pièces qui sont à l'intérieur pour la mécanique et pour l'électronique. Et ces pièces-là, aujourd'hui, on les produit en série, puisque aussi bien eux que moi, puisqu'ils n'ont pas assez de machines, et donc je produis aussi des pièces pour eux. On en est depuis plus d'un an à 3000 pièces produites pour cette machine. Voilà. Avez-vous des questions sur ces applications industrielles et typiquement les applications de Gravotech ou d'autres? Je vous écoute. Toujours pas de questions, Alexandre, tu peux continuer. Bien. Je reprends mon souffle, Nicolas. Et puis on va continuer. Je ne suis pas trop rapide, ça va? Vous arrivez tous à suivre? Ça me paraît très bien et très fluide, Alexandre. Tu peux continuer sur ce rythme. Ok, merci Nicolas. Eh bien, nous allons poursuivre avec des applications, pardon, dans l'agroalimentaire. Alors effectivement, j'ai pris des exemples assez surprenants. Je l'ai fait exprès, hein. Tout d'abord le textile, parce que je sais très bien, lorsque je fais des présentations, que je parle de mes clients et que je dis que dans le textile, on utilise l'impression 3D, on se demande si on fait des polos en impression 3D. Là, avec un utilisateur comme un chocolatier, c'est moi, le réflexe, c'est de se dire, on fait des chocolats en impression 3D. Oui, si vous écoutez la télévision et la presse, oui, on est capable de faire des chocolats en impression 3D, mais ce n'est pas ce que font les industriels. L'autre réflexe, ça va être de dire, mais ils font des moules alors en impression 3D. Oui, alors on pourrait faire des moules en impression 3D, mais c'est pas non plus ce que fait c'est moi et ce que font les entreprises dans l'agroalimentaire. Et je pense qu'avec déjà les deux premiers exemples que nous avons vus, vous avez deviné en quoi l'impression 3D pouvait être utile dans une entreprise. Alors, c'est simple, hein. L'impression 3D, ça intervient sur la chaîne de production. Ça intervient sur la chaîne de production aussi bien pour de la maintenance, donc remplacer des pièces défectueuses, qu'améliorer la chaîne de production. Ça, c'est vraiment le leitmotiv, et bien, il faut bien avoir ça en tête dans les applications de l'impression 3D. Ça va vous aider à améliorer votre productivité, améliorer la qualité de vos produits, votre réactivité, votre innovation. Ça va pas se voir directement sur votre produit, mais vous allez le voir et vos clients vont s'en rendre compte sur la qualité de votre entreprise. Donc typiquement, chez C'est moi, ils avaient une problématique, hein, c'est un chocolatier industriel, donc ils ont des chaînes de production qui sont énormes, avec des moules qu'ils transfèrent sur des convoyeurs, et je parle bien de chaîne, donc qui dit chaîne, dit maillon de chaîne sur du convoyage. Et vous voyez là en bas, cette pièce noire est un maillon qui relie des paniers porte-moules. Et bien cette pièce cassait. Cette pièce était donc réalisée sur mesure, hein, parce qu'il faut le savoir, hein, mais vous qui êtes industriel, vous le savez, toutes les chaînes de production, c'est du sur-mesure. On n'achète pas une chaîne de production chez le marchand au coin de la rue. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont spécialisées dans la réalisation de machines spéciales et de chaînes de production. Et toutes les chaînes sont spécifiques à votre entreprise et aux produits que vous réalisez. Donc ce maillon de chaîne, là, la pièce noire que vous voyez en bas, évidemment, elle aussi, c'était pas une pièce standard, hein, c'était une pièce qui était réalisée sur mesure.
cette pièce en plastique, c'était du PEHD, cassait. C'était assez surprenant, mais cette pièce usinée cassait régulièrement. Donc ces mois, on avait plusieurs en stock, mais ces mois, on avait quand même déjà un petit peu marre que ça casse régulièrement. Et puis surtout, c'était une pièce coûteuse, une pièce qui nécessitait des fois un certain délai pour l'avoir. Donc quand ils étaient un petit peu short en stock, ils avaient quelques craintes d'être bloqués. Donc on s'est dit, on pourrait essayer de la faire en impression 3D. Tout a commencé évidemment par une modélisation 3D, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure au travers de petits bateaux. Évidemment, il y a une étape de modélisation 3D, c'est indispensable, hein. Si on n'a pas de modélisation 3D, on n'a rien à imprimer. Donc la modélisation 3D est aujourd'hui quelque chose de courant dans les entreprises. Donc ils ont retracé, ils ont redessiné cette pièce, hein, c'est pas compliqué, hein, pied à coulisses, réglet, et puis Space Claim dans le cas de ces mois, modélisation 3D pour réaliser donc des pièces. On a commencé par faire des protos. Ils m'ont interrogé au départ pour faire du test, hein. J'ai imprimé plusieurs de ces pièces et ils se sont rendus compte que ça fonctionnait parfaitement. Ils se sont rendus compte que c'était même plus solide, que ça cassait plus. Donc c'était adopté. Ils se sont équipés d'une machine et aujourd'hui ils réalisent vraiment beaucoup de pièces pour la chaîne de production. Ils vont même jusqu'à faire des pièces qui leur permettent d'améliorer la production des chocolats, hein, des pièces qui vont venir pour l'emballage des chocolats. C'est presque d'ailleurs ce qu'il y a le plus difficile, hein, dans une chocolaterie industrielle, c'est l'emballage des chocolats. Donc voilà une forme qui permet d'emballer les Pères Noël, les petits Pères Noël. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Les pièces rouges et blanches, ce sont des choses qui sont faites en impression 3D. Ça épouse la forme du chocolat Père Noël et ça améliore l'emballage de ce petit chocolat. Voilà, avez-vous des questions? Alors aujourd'hui, c'est moi équipé aussi d'une machine et puis produit des pièces pour sa production quotidiennement, hein. Toujours pas de questions, poursuit Alexandre. T'as pas de questions, toi non plus, Nicolas? Mais non, t'es sage, hein. Non, mais moi je connais bien le sujet, donc je connais bien le sujet. Ok, très bien. Très bien. Bien. Alors nous allons finir déjà par une dernières applications dans le médical. Et cette fois-ci, on va plus parler plastique. On va parler métal. Fallait bien quand même que je parle un petit peu de métal. Puis il fallait bien aussi que je parle un petit peu de cette entreprise parce que c'est aussi une entreprise que j'ai fondée après Distudio 3D, que j'ai créé avec un prothésiste dentaire. Donc vous commencez un petit peu à comprendre. C'est ces applications exclusivement dentaires. Aujourd'hui, le monde du dentaire est en pleine mutation numérique. Alors c'est un exemple intéressant puisqu'on parle beaucoup de transformation numérique, hein, j'en ai parlé en introduction, et effectivement, il y a beaucoup de métiers qui se transforment. Ça, je ne dis pas le contraire, et j'aurais beaucoup de mal à dire le contraire, puisque le dentaire est un exemple parfait de cette transformation. Un exemple qui a déjà quelques années, mais ça s'accélère. Parce qu'aujourd'hui, on a des mutations et surtout, une adoption du numérique chez les dentistes et chez les prothésistes. C'est assez surprenant parce que lorsqu'on connaît un petit peu le métier de prothésiste dentaire, qui est un très beau métier, hein, qui est un métier artistique, manuel, donc on pourrait se dire, mais comment transformer, comment utiliser le numérique dans ce genre de métier? Le numérique a vraiment un rôle très, très important et très judicieux parce que le numérique vient supprimer un certain nombre d'étapes qui sont désagréables dans le métier du prothésiste
vient aussi améliorer la qualité du produit, et ça, c'est vraiment très bon pour le patient. Et aussi améliorer comment dire, la qualité de travail le confort de travail du prothésiste et du praticien. Donc comment ça se passe? Ça se passe par un équipement en scanner ou en caméra optique pour les dentistes et en scanner pour les prothésistes, parce que souvenez-vous, hein, il faut effectivement qu'il y ait une modélisation 3D pour avoir quelque chose à imprimer. Donc aujourd'hui, on passe de plus en plus de l'alginate, de l'empreinte en alginate, pardon, qui est scannée par le prothésiste. On passe aussi de plus en plus à la caméra optique pour prendre l'empreinte de votre dentition directement chez le dentiste et avoir une chaîne numérique. Ça, c'est très important de bien penser chaîne numérique dès le départ, hein, dès votre consultation du dentiste. Et après, donc, ces hommes de l'art, hein, que sont les prothésistes, utilisent des logiciels pour modéliser les dents ou le dentier qu'il va vous falloir pour que vous soyez, pour que vous ayez un parfait sourire. Donc concrètement, 3Digit est une entreprise, un sous-traitant exclusivement pour les prothésistes dentaires. Donc 3Digit fait des bridges, des couronnes en fusion laser de poudre de chrome cobalt. Donc on va passer sur les détails et sur toutes les étapes, mais bon, il faut savoir que un prothésiste utilise énormément de produits à sa disposition. Et parmi ces produits, pour faire des bridges, des couronnes, des stellites, des inlay core, enfin un certain nombre de noms barbares, et pour ceux qui en ont, ça leur parle. Donc il y a une base qui est réalisée en fusion laser. Ça remplace en fait tout ce qui était fait auparavant en cire et en coulée, de façon traditionnelle, à la main. Donc là, aujourd'hui, étant donné qu'on se transforme sur le numérique, il n'y a rien de plus logique que d'imprimer en 3D ces pièces-là qui servent d'armature pour vos dentiers ou qui servent de support aux bridges, aux couronnes et aux inlays. Il y a encore effectivement après tout un travail artistique et un savoir-faire qui va se matérialiser pour finir la prothèse. Et c'est ça qui est aussi très bien, c'est que on aide les prothésistes en supprimant des étapes de travail qui étaient fastidieuses, polluantes. Ça leur permet aussi de gagner du temps parce qu'ils nous envoient des fichiers 3D le matin et on les envoie le soir pour qu'ils les aient le lendemain. Donc c'est aussi ultra rapide pour eux. Ils ont juste à envoyer un fichier, donc à cliquer sur une plateforme et le lendemain ils reçoivent leur produit. Et ils n'ont plus qu'à faire vraiment le plus beau du travail, hein, dresser de la céramique, on fait faire un certain nombre de choses pour vraiment satisfaire le client. Donc ça, c'est de la fusion de poudre, c'est ce type de machine, donc on n'est pas du tout dans les mêmes investissements, on n'est pas du tout dans les mêmes technologies. C'est des machines très fines qui permettent, qui sont tout à fait adaptées aux dentaires, parce qu'on fait des pièces très fines, hein, vous imaginez très bien des dents. Ce ne sont pas des machines qui sont adaptées à faire des pièces aéronautiques ou industrielles. Dans l'aéronautique ou l'industrie spatiale, où on utilise la fabrication additive métal, c'est la même technologie, mais ce sont des machines plus grosses, ce sont des poudres différentes, hein, ils utilisent de l'inox, du titane ou de l'aluminium, ce sont aussi des poudres plus grosses, des lasers plus puissants et plus gros que les nôtres. Voilà, et avec des capacités, des volumes d'impression qui sont plus gros. L'avantage aussi, c'est qu'on peut avoir des finitions, hein, ce qu'on appelle d'un post-traitement et de la tribofinition pour polir ces pièces réalisées en métal. Voilà. Et 3Digit, c'est à Saint-André. Donc c'est en France, c'est à côté de chez nous. Avez-vous des questions par rapport à ces applications médicales, dentaires?
Toujours pas, Alexandre, tu peux continuer. Bah, écoutez, on va donc passer à la conclusion et insister sur des points, parce que moi j'aimerais bien que vous compreniez voilà, que l'impression 3D, c'est vraiment quelque chose de simple, d'accessible, qui est à la disposition de votre imagination et de votre créativité. Il faut bien avoir ça en tête. Penser chaîne numérique, alors lorsque je dis penser chaîne numérique, le point de départ, c'est la modélisation 3D. Ça, il faut vraiment que ce soit, si ce n'est pas encore présent dans votre entreprise, ça doit être le point de départ. C'est le point de départ. Et l'impression 3D, c'est pas la fin, c'est pas la fin, c'est pas le dernier point. Mais je serais tenté de dire que c'est accessoire, parce qu'après, faire rentrer la fabrication additive dans votre entreprise, c'est très simple, c'est accessible économiquement. Il y a des imprimantes 3D à quelques milliers d'euros. Le retour sur investissement est immédiat. Moi, je peux vous assurer que mes clients ont rentabilisé leur machine à la première utilisation. Et vous ne serez pas déçus, à condition évidemment d'être bien accompagné. Mais bon, là après, je vais prêcher pour ma paroisse. Voilà, typiquement le type d'ailleurs d'imprimante 3D qu'on peut rencontrer, de petits volumes à moyen volume à très gros volume, hein, puisqu'aujourd'hui on peut aussi fournir des imprimantes 3D qui ont des capacités d'1 mètre cube dans la technologie des pots de fil fondus plastique. Voilà, donc j'en ai fini. Je suis encore une fois à votre disposition pour répondre à vos questions. Eh ben, merci Alexandre du coup pour la présentation. J'ai pas de nouvelles questions du coup, donc j'imagine que tout était très clair. En tout cas, si les uns les autres ont des questions par la suite, n'hésitez pas, hein, vous pouvez contacter soit la CCI, soit Alexandre directement. On pourra également vous transmettre le support de présentation. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous aurez accès également d'ici quelques jours au replay de ce webinaire donc, sur la chaîne YouTube de la CCI. Donc, voilà. Écoute, Alexandre, tu veux rajouter un mot pour terminer ? Oui, je voulais aussi simplement ajouter n'oubliez pas de participer au trophée de l'entreprise numérique. C'est organisé par Perspective Numérique 10 et la CCI 3 et Aube. Je crois que c'est bientôt la fin des inscriptions. Écoutez, profitez-en. C'est un trophée. Déjà physiquement, le trophée sera réalisé en impression 3D, mais bon, ça c'est pour le petit produit, le petit gadget. Mais c'est surtout, je pense, très très intéressant pour récompenser les entreprises qui sont aujourd'hui en pleine mutation numérique, qui ont été un petit peu par la force des choses confrontées et qui sont venus donc par la crise du Covid, hein, tout ce qui a été télétravail, e-commerce. Aujourd'hui, on est vraiment en plein dedans. Il y a des entreprises qui font beaucoup d'efforts et nous souhaitons récompenser ces entreprises parce qu'elles le méritent. Alors Alexandre, on a une question qui vient d'arriver. Alors j'ai pas le nom de la personne, hein, donc la personne dit « Bonjour, si je comprends bien, cela est destiné à de grandes ou très grandes entreprises. » Ce n'est pas forcément le cas, je crois, Alexandre. Tu peux peut-être le dire. Oui, alors très grandes entreprises, tout dépend ce qu'on appelle grandes ou très grandes entreprises. On va dire, déjà, moi je peux dire à qui ça ne s'adresse pas. Je suis même mal placé pour dire à qui ça ne s'adresse pas. Ça s'adresse à tout le monde, l'impression 3D. Allez, ça s'adresse à tout le monde, sauf aux banquiers, aux assureurs et aux comptables. Voilà, donc je réponds avec humour, mais non, l'impression 3D, ça s'adresse à toutes les entreprises qui produisent quelque chose, qu'elles soient grosses ou petites. Il n'y a pas de... Bien au contraire, je ne vous ai pas présenté d'exemple dans l'aéronautique, je ne vous ai pas présenté d'exemple d'utilisation de l'impression 3D par des ETI. Déjà, des ETI, j'en connais pas. Et les entreprises là dont je vous parle, mis à part Lacoste et Petit Bateau, où ils sont plusieurs milliers de salariés, Gravotech, Magiline, c'est dans les centaines d'employés, hein, c'est pas plus gros. Et j'ai des clients plus petits, mais dont je ne pouvais pas montrer les exemples.
Alors Alexandre, c'était une question de Monsieur Nélin qui est à Bar-sur-Seine. Vous avez eu d'autres questions? On va encore attendre peut-être 30 secondes si on a de nouvelles questions. Sinon, on clôturera ce webinaire. On vous laisse encore un petit peu de temps pour poser les questions. Bah, écoute, oui. Alexandre, il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à toi pour cette intervention. Et puis, je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire. Hein. Vous avez le planning des webinaires sur l'agenda du site CCI. Donc, merci à tous pour votre participation. Puis, rendez-vous très bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt.